Comment poser des limites à ses enfants sans crier? C'est vraiment un thème qu'on aborde lors des sommets Terre à grandir sur la parentalité, donc des sommets en lien avec, la grossesse, le bébé, la petite enfance, voire même l'adolescence. Et donc c'est vraiment un sujet qui revient très régulièrement, parce qu'on a tous été éduqués avec, souvent une éducation à plus autoritaire ou alors, plutôt avec des parents qui criaient. Donc l'objectif est de voir un petit peu comment poser ses limites sans nous-mêmes crier. Et du coup, je reçois, Edna Guccia et je suis super ravie Edna, bonjour. Bonjour Fabienne, je suis contente aussi. Voilà, je suis ravie de te retrouver sur, une conférence parce que tu es déjà intervenue sur plusieurs des sommets Terre à grandir, on va dire presque sur tous les sommets Terre à grandir. Donc tu es intervenue sur, aussi tout ce qui était le bébé, la petite enfance, l'adolescence et notamment sur des thématiques en lien avec la communication et la relation avec, nos enfants et notamment en lien avec la discipline positive parce que c'est quand même ton expertise. Oui, tout à fait. Je suis effectivement spécialisée en discipline positive et cette discipline positive, c'est justement comment on va trouver cette autorité juste qui va être à la fois ferme et bienveillante, c'est-à-dire comment je pose des limites tout en respectant l'enfant. Et c'est vrai que cette question de comment éduquer sans crier, sans punir, souvent quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas autre chose et Mmh. l'idée c'est d'apporter autre chose. Tu nous parles donc de discipline positive et effectivement, toi, tu étais experte en discipline positive, mais c'est quoi la discipline positive? Parce que on dit souvent, voilà, discipline, c'est un mot qui fait peur. Donc, c'est quoi exactement la discipline positive? Oui, oui. Alors, la discipline positive, c'est une approche éducative qui fait partie des courants de parentalité positive. La discipline, le mot discipline, il a été choisi à l'origine parce que c'est dans sa racine, c'est un enseignement. Comme on Mmh. parle d'une discipline sportive ou d'une discipline scientifique, dans le sens d'enseigner par le positif, c'est-à-dire en regardant ce qui va bien et dans l'encouragement. Donc en fait, cette discipline positive, elle a été développée par deux Américaines, Jen Nelson et Lynn Lott, qui ont créé la discipline positive sur la base des travaux d'Alfred Adler, qui était en fait un contemporain de Freud, mais qui est en fait le père de la psychologie sociale. Donc c'est comment on s'épanouit dans le collectif, que ce soit la famille ou les écoles, pour se sentir bien et puis donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux parents pour poser des limites à leurs enfants? Sans crier, bien sûr. En discipline positive, on a 3 piliers d'une éducation qui va être à la fois ferme et bienveillante. Le premier pilier, alors on va voir qu'on est beaucoup dans l'anticipation en fait. Le fait de crier, c'est une réaction parce que on s'agace, on s'énerve, etc. Donc comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans des situations qui vont être source de cris ou d'énervement? Un des 3 piliers, le premier, ça va être les lignes de conduite. Finalement, c'est un petit peu comme les règles à la maison. Mmh. On va dire de quoi est-ce qu'on a besoin pour que ça se passe bien à la maison. Alors, à la maison sur le long cours, mais ça peut être aussi sur un temps très ponctuel. De quoi on a besoin pour que ça se passe bien ce repas au restaurant, pour que ça se passe bien ce voyage en voiture. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin pour que ça se passe bien? Et là, du coup, on va mettre des règles. On a besoin d'être dans le calme, on a besoin que vous écoutiez quand on demande quelque chose, on a besoin de rire, on a besoin, voilà. Donc, chacun va pouvoir mettre de quoi il a besoin pour se sentir bien à la maison. Quand il y a un besoin qui n'est pas respecté, quand on voit un enfant qui ne respecte pas les lignes de conduite, comme on les a construits ensemble, Mmh. c'est aussi beaucoup plus facile de dire dis donc, on avait dit que on voulait qu'on soit à l'heure, ou on avait dit que dans nos lignes de conduite, il fallait venir quand on appelle ou d'écouter, répondre. Là, comment on est? Et en fait, l'enfant, quand c'est construit avec bienveillance, l'enfant va pouvoir reconnaître aussi, sachant qu'il n'y a pas de sanction, il y a juste un rappel. En fait, qu'est-ce qu'on avait dit? Et ça, c'est assez puissant parce que petit à petit, les habitudes s'installent et on va transformer la relation grâce aux lignes de conduite à la maison.
Et juste, pour rebondir, ça marche parce que justement ça a été construit ensemble. Tout à fait. Il faut que ce soit co-construit de façon à pouvoir faire un rappel. Si on vient en disant bon bah alors les règles à la maison ça va être ça 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 ça, en fait au moment de les faire respecter, bah oui, sauf que l'enfant n'a pas décidé, l'enfant n'a pas choisi, n'a pas contribué, et s'il n'a pas contribué, bah il se sent pas appartenir à la famille, il n'a pas envie non plus de donner le meilleur de lui-même. Donc c'est vraiment important de pouvoir intégrer les enfants dans le fait d'établir ces règles, et nous on les appelle les lignes de conduite, mais les familles peuvent les appeler comme elles veulent en fait. C'est nous, chez nous, j'avais une famille qui se dit chez nous ou chez les un tel, et voilà comment ça se passe. Donc c'est important que ce soit construit pour pouvoir faire un rappel aux lignes de conduite qu'on s'est fixées. Donc ça, c'était le premier outil. Est-ce que tu peux nous partager donc le deuxième outil pour poser des limites à nos enfants sans crier? Alors, le deuxième outil, ça va être les rôles et responsabilités. L'enfant a besoin de se sentir appartenir à sa famille. Ça fait partie un peu des piliers de la psychologie adlérienne. Et pour se sentir appartenir, il faut qu'il contribue. Dans les rôles et responsabilités qu'on va établir avec nos enfants, là encore, on va les co-construire. Il s'agit de dire, OK, la maison, pour qu'elle fonctionne bien, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc ça peut être, on va faire la liste de tout ce qu'il y a à faire les courses, faire à manger, faire le ménage, débarrasser, mettre à tourner les lessives, enfin tout ce qu'on fait dans une maison pour qu'elle ça tourne et qu'on puisse vivre ensemble de façon agréable. Et on va faire la liste, on va dire qui fait quoi aujourd'hui. Quand on commence, en général, la discipline positive, on se rend compte que les parents font beaucoup de choses. Parfois, ils hésitent à intégrer leurs enfants, à participer, à contribuer, alors qu'ils sont capables de faire un certain nombre de choses. Et bien, quand on va voir ce déséquilibre, on va dire, OK, maintenant, qui fait quoi? Comment est-ce qu'on peut se répartir les tâches et de façon à ce que chacun puisse contribuer? C'est intéressant parce qu'en fait, dans notre rôle de parents, ce qu'on veut, c'est pouvoir amener nos enfants à grandir, à s'émanciper, et puis un jour, ils quitteront la maison. Donc, le jour où ils quitteront la maison, il faut qu'ils soient capables de pouvoir organiser leur propre intérieur donc, en faisant ça, finalement, on les équipe aussi pour pouvoir, un jour, aller vivre cette vie qui est la leur. Donc OK, donc on a vu ces 2 premiers piliers. Est-ce que tu peux nous partager donc du coup le troisième pour poser des limites sans crier? Alors, le troisième pilier, en fait, il s'agit de mettre en place les routines. Parce que les routines, en réalité, surtout la semaine, du moment où on se lève jusqu'au moment où on part à l'école et du moment où on rentre de l'école jusqu'au moment où on se couche, globalement, c'est toujours la même chose. Donc, l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'être derrière nos enfants, à dire, va te laver les dents, va t'habiller, va faire ci, va faire ça, finalement, on va établir la routine. Et là aussi, on la co-construit avec l'enfant. Mais oui, pour dire, et puis en plus on va se rendre compte que nos enfants savent très bien ce qu'il faut faire. Donc première chose, on va faire par exemple la routine du matin. Donc avec l'enfant, on va établir, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on se lève? Donc on se lève, on prend le petit déj, ensuite on s'habille. D'ailleurs, est-ce qu'on s'habille avant ou après le petit déj et tout? Et on va établir comme ça les choses à faire le matin avant de partir, et on pourra faire la même chose pour le soir. Mais du coup, une fois qu'on a fait cette liste-là, ça sera là aussi facile de dire, où est-ce que tu en es dans ta routine ce matin? Est-ce que tu t'es déjà brossé les dents? Est-ce que le soir, est-ce que tu as déjà commencé tes devoirs et comment tu vas t'organiser ce soir? Donc en fait, on est par un jeu de questionnement. On va pouvoir amener l'enfant, encore une fois, à le responsabiliser par rapport à ce qu'il a à faire. Et ce n'est plus le parent qui fait autorité, c'est la routine. Donc on a vu là les 3 piliers pour donner des limites à nos enfants sans crier. Mais parfois, ça arrive que forcément, même avec ces 3 piliers-là, on soit à bout et qu'on crie aussi sur nos enfants. Quel conseil tu pourrais donner aux parents qui se sentent justement à la limite d'exploser? Effectivement, on peut avoir plein d'outils et on reste humain et on est parfaitement imparfait. J'aime bien le dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'arriver à détecter les moments où ça va déborder. Quand on sent que ça va déborder, en fait, on peut pas résoudre un problème à chaud. Donc vraiment, c'est un autre outil qu'on utilise. Et d'ailleurs, John Nelson nous dit, s'il y a un seul outil qu'on doit
qu'on doit mettre en pratique, c'est celui-ci, c'est le temps de pause. Le temps de pause, c'est-à-dire au moment où je sens que ça déborde, au moment où ça monte, en fait, plutôt que d'être dans la réaction, dire, OK, en fait, on va s'arrêter là parce que je sens que ça va mal finir. On va rentrer dans une escalade, on peut rentrer dans une escalade de violence verbale, voire vraiment exploser. Donc l'idée, c'est de dire, OK, en fait, stop, là, on arrête, on va chacun de notre côté, on va se calmer et on reviendra sur cette situation après. Parce que c'est important de ne pas résoudre à chaud une situation. Quand on est à chaud, quand on est énervé, quand on est sous stress, en fait, on a des réactions d'attaque, de fuite, il y a rien de bon qui va sortir à ce moment-là. Donc c'est de se dire, OK, on arrête là, on se calme, et puis on en reparle après. Est-ce que c'est mettre son enfant dans sa chambre? Ça peut être mettre son enfant dans sa chambre, mais c'est pas punitif. Allez, file dans ta chambre. C'est plutôt de dire, ok, là en fait, on va pas. Ça m'est arrivé de dire à mes enfants, moi je vais devenir méchante. Donc là, on va s'arrêter tout de suite. Et on en reparlera après. Et c'est important d'y revenir une fois qu'on est calmé, parce que si on se sépare et puis qu'on n'en parle plus, on résout pas les problèmes. Donc c'est de dire, ok, on arrête là, stop. On en reparlera plus tard. Malgré ça, il arrive que ça dérape, il y a des sorties de route. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de sortie de route? C'est une fois qu'on est calmé, parce qu'encore une fois, on résout rien à chaud. Une fois qu'on est calmé, on va pouvoir faire une réparation, ce qu'on appelle une réparation. Les 3 R de la réparation. Le premier R, c'est de reconnaître. Ok, je me suis énervée, je t'ai crié dessus, je reconnais la situation et ma responsabilité. Est-ce qu'on demande la même chose à l'autre? Pas forcément. Ouais. Pas forcément. En fait, on va être modèle de ce 3R, on va être modèle à force de le faire. L'enfant va aussi apprendre à le faire. Et parfois, on va voir un dialogue qui va s'installer dans ce 3R. Donc, le premier R, c'est de reconnaître. Le deuxième R, c'est de réconcilier. De dire à son enfant que c'est pas comme ça qu'on a envie de l'éduquer. C'est pas comme ça, c'est pas en criant, c'est pas en s'énervant qu'on a envie que ça se passe. Et là, dans ces cas-là, parfois, l'enfant vient et dit, oui, c'est vrai, j'ai abusé, ça fait plein de fois que tu me le dis, etc. Donc, lui dire, ok, je suis désolée. Un vrai désolé je m'excuse d'avoir débordé, de t'avoir crié dessus, etc. C'est aussi être modèle du pardon. Souvent, on dit aux enfants, tu dis pardon, tu demandes pardon tout de suite. Oui, mais dire pardon, allez, pardon, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Donc, un vrai pardon sincère. Je suis désolée de m'être emportée, de t'avoir parlé sur ce ton, voilà. Et le dernier R, c'est résoudre. Parce que si on ne résout pas la situation, en fait, on peut dire, voilà, je me suis énervée parce que ton cartable traînait dans l'entrée et ça fait 10 fois que je te le demande. Donc, en fait, demain, si ton cartable il traîne de nouveau, je vais encore m'énerver. Donc, résoudre, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus? De quoi est-ce qu'on a besoin? Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette situation ne se reproduise plus? Et là, en fait, en faisant ça, on va à la fois être dans cette fermeté et bienveillance. La bienveillance sur les 2 premiers R, reconnaître et réconcilier. On est dans la bienveillance. Par contre, on repose les limites en disant, là, en fait, ce n'est pas possible qu'on continue à être dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on repose le cadre, on pose les limites de façon bienveillante.